déjà, merci de m'avoir invité à parler. Voilà, moi, comme Edwin l'a dit, je fais un doctorat sur l'activisme climatique. Et dans ce cadre, je m'intéresse plutôt aux relations entre activistes entre différents pays, notamment en Allemagne et en Belgique. Mais ce soir, en fait, je ne vais pas du tout parler de l'Allemagne, je vais juste parler de la Belgique et je vais faire cette présentation qui, comme vous le voyez, s'appelle le mouvement climatique belge, un mouvement de mouvements. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous comprendrez pourquoi j'ai appelé ma présentation comme ça, c'est le but. Et puis aussi une autre précision, c'est que moi je vais plutôt adopter une perspective sociologique et plus précisément sociologie des mouvements sociaux, au cas où vous aimeriez savoir d'où je parle. Alors évidemment, comme Edwin l'a dit, il s'est passé quelque chose entre la fin de l'année 2018 et cette année. Les problématiques climatiques ont rarement autant, voire jamais autant mobilisé en Belgique. Et ces mobilisations ont pris diverses formes, que ce soit les marches pour le climat, les grèves des écolières, la multiplication des actions de désobéissance civile, les recours juridiques, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Alors une façon de voir l'accroissement dans la mobilisation climatique, c'est d'abord de regarder les chiffres. Donc effectivement, si vous regardez par exemple la manifestation Claim the Climate qui a eu lieu le 2 décembre 2018, c'était à peu près 70 000 personnes dans les rues. Bon, évidemment, il y a les chiffres de la police, il y a les chiffres des manifestants, et c'est quelque chose entre les deux, quoi. Une autre façon de voir cet accroissement dans la mobilisation, c'est de regarder le nombre d'événements contestataires qui ont eu lieu cette année. Donc, il y a eu un pic de mobilisation entre janvier et mars. Et par exemple, pour le seul mois de mars 2019, on a eu par exemple 4 grèves des écoliers, une marche européenne et belge pour le climat organisée entre autres par Rise for Climate, une occupation de Total, une occupation de BNP Paribas, une occupation de la place du Trône. Enfin, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si vous vouliez vous mobiliser pour le climat cette année, vous pouviez le faire plusieurs fois par semaine, ce qui est un peu aliénant entre nous, mais bon. Et un autre indicateur de cette forte mobilisation climatique, c'est aussi l'apparition de nouveaux groupes qui n'existaient pas avant, de nouveaux groupes orientés climat. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je pense notamment à des groupes d'activistes comme Act for Climate Justice, je pense à Extinction Rebellion Belgium, je pense aussi à tous les groupes qui finissent par For Climate, Youth for Climate, Scientists for Climate, Workers for Climate, etc. Je ne vais pas tous les faire non plus. Mais donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation qu'on peut parler d'un mouvement climatique belge unitaire. En fait, ce mouvement se caractérise par de fortes lignes de différenciation et une forte diversité. Il y a plusieurs façons de voir ces lignes de différenciation. Il y en a plusieurs. J'en ai mis quelques-unes, je ne les ai pas toutes mises parce que bon, je n'ai pas non plus 3 heures pour le faire. Mais par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de diversité au niveau de la structure des groupes et de leur institutionnalisation ou non-institutionnalisation. Pardon, je vais y arriver. On a par exemple des associations fortement institutionnalisées, avec parfois des bureaux, parfois financés par les pouvoirs publics. Et puis, à l'autre extrême, on a des groupes d'activistes pas du tout institutionnalisés qui fonctionnent que sur le bénévolat et souvent sur les connaissances interpersonnelles. C'est-à-dire que souvent, pour entrer dans ce genre de groupe, vous devez connaître quelqu'un. On a aussi une grande diversité pour ce qui concerne les idéologies et les cultures et aussi le rapport aux institutions. Mais ça, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus après. On a aussi une grande différence par rapport au cadrage et aux revendications. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cadre en sociologie des mouvements sociaux? C'est un ensemble de croyances et de significations orientées vers l'action. Bon, en termes normaux, pas scientifiques, ça veut dire, ça renvoie à la façon dont un groupe définit un problème et les solutions qu'il souhaite apporter pour résoudre ces problèmes. Donc, on a des grandes différences par rapport à ça. Par exemple, un exemple de cadrage, ça peut être que pour vous, le problème du changement climatique, c'est essentiellement un problème de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, du coup, les responsables sont les États. Et donc, du coup, la solution à apporter, ce serait de convaincre les États ou de les forcer à mettre en place des politiques climatiques plus ambitieuses pour résoudre le problème climatique.
Un autre type de cadrage, ce serait de dire que les changements climatiques sont intrinsèquement liés à notre système capitaliste, productiviste, colonialiste, et que le problème du changement climatique est fort lié aux inégalités sociales, et que donc, du coup, la seule solution, c'est d'abattre le système. Vous voyez, c'est très différent comme façon de voir les choses, hein. Et donc, ce genre de discours coexiste, cohabite, parfois discute pas, et c'est une des lignes de différenciation. Et enfin, une grosse ligne de différenciation, et c'est celle dont je vais parler ce soir, en fait, c'est les stratégies et les tactiques. Pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que c'est un débat qui émerge dans le mouvement climatique belge en ce moment même. Il a émergé il y a quelques mois en France, par exemple. Et voilà, du coup, on va parler de ça. Donc déjà, on va commencer par définir les termes parce que je sais que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est qu'une stratégie et une tactique. Et il y a souvent une confusion entre les deux, d'ailleurs. Donc la stratégie, en fait, il faut penser à la stratégie comme une réflexion de long terme qui contient à la fois vos objectifs, votre cadrage. Le cadrage, je viens d'expliquer ce que c'était, la façon dont vous définissez le problème, vos objectifs et la façon dont vous allez communiquer votre discours, vos revendications. Donc les tactiques, en fait, ça fait partie de la stratégie. La tactique, c'est le moyen de faire avancer vos revendications. Les tactiques, en fait, sont des formes, pour reprendre la définition que vous pouvez lire, j'espère, ce sont des formes d'action collective qui sont déployées publiquement, que ce soit en personne ou par le biais de médias audio, visuels ou écrits, et qui sont au service d'une campagne de revendication continue. Donc, il faut voir la tactique comme un moyen de communication. C'est un moyen d'exprimer non seulement vos revendications, mais aussi votre identité de groupe et aussi ce que vous voulez. Oula. Je vous ai mis des exemples de tactiques pour qu'on voit un peu plus de quoi on parle. Voilà, il n'y a pas... l'ordre a été pris au hasard, hein, donc il n'y a pas de sens à comprendre. Donc, par exemple, comme type de tactique, on a le lobbying. Le lobbying, je suppose que vous savez ce que c'est, mais le lobbying, c'est une tactique d'influence qui repose souvent sur l'expertise. On a aussi eu pas mal de lettres ouvertes et de pétitions. Là, je vous ai mis, par exemple, la pétition de Scientists for Climate. Donc 3400 académiques ont écrit une lettre ouverte dans les médias. On a aussi des recours juridiques comme l'affaire Klimatzak qui ne date pas de l'année dernière, qui date de 2014, mais je l'ai quand même inclus parce que je pensais que c'était intéressant de l'inclure ce soir. On a aussi les tactiques de désinvestissement des énergies fossiles. Là, l'idée, c'est plus une tactique d'influence. Et donc, l'idée, c'est d'aller convaincre les investisseurs, et notamment les gros investisseurs, d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour plutôt investir dans les renouvelables. On a eu des productions de vidéos comme celle du biais vert. Voilà, j'ai mis une capture écran. Un camp climat, où là, c'est plus un espace de réflexion, voilà, pour parler de stratégie, mais aussi pour apprendre sur d'autres mouvements. Évidemment, les grèves et les marches, dont vous avez sûrement entendu parler en étant à l'IGEAT. Je vous ai mis aussi un exemple de marche funéraire. Ça, c'est 100% Extinction Rebellion. Ils aiment bien ça. Donc, l'idée, c'est qu'on s'habille tous en noir et on fait une marche funéraire en portant un cercueil. Et donc, l'idée de ce cercueil, c'est donc de symboliser la fin de notre civilisation et la 6e extinction, ou la 7e, je ne sais plus. 6e, merci. On a eu aussi des occupations. Là, je vous ai mis une photo de l'occupation qui a eu lieu à Trône. Et donc, pendant 3 jours, des gens ont campé. Il y a eu aussi des discours, etc. Là, je vous ai mis une photo de la Royal Rebellion, de la rébellion royale qui a été organisée par Extinction Rebellion en octobre dernier, où il y avait quelques centaines de personnes, 1000 selon les organisateurs. C'est toujours pareil, c'est entre les deux. Et je vous ai mis aussi une photo d'un die-in, parce que je trouve ça marrant. Donc le die-in, c'est une forme de protestation où vous faites semblant de mourir. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc vous faites semblant de mourir sur une banderole. Et là, l'idée, c'est donc de faire une jolie photo et qu'elle atterrisse dans les médias. La question qu'on peut se poser quand on parle des tactiques, c'est est-ce que les militantes choisissent ou pas leurs tactiques? Alors ça, c'est un débat majeur dans l'étude des stratégies des mouvements sociaux. Et donc, d'un côté, l'idée, c'est de savoir
D'un côté, on a la question de savoir est-ce que les militants ont une information complète sur les différentes formes de résistance à leur portée, et donc à partir de cette information font un calcul rationnel à partir de cette information quand ils choisissent leur tactique. Donc là, on est plutôt dans les théories du choix rationnel. À l'autre extrême, on a aussi le genre de question, est-ce que les choix ne sont pas juste fortement contraints, voire même est-ce que les militants choisissent vraiment leur tactique, ou est-ce qu'ils ne sont pas complètement influencés par leur contexte structurel ou culturel. Donc la plupart des sociologues se situent un peu entre les deux, en admettant que dans la plupart des cas, il y a une certaine latitude du choix minimal au choix maximal, et que ce choix est influencé par la culture, l'histoire ou encore l'apprentissage. Et là, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux travaux notamment de Charles Tilly sur les répertoires de contention. Bon, en admettant que quand même les militants ont un choix, quels facteurs influencent leur choix? Comment je choisis entre faire un die-in ou faire une marche? Voilà. Donc il y a différentes choses qui vont m'influencer dans mon choix. Donc déjà, il faut savoir que la mobilisation a un coût, que ce soit en termes financiers ou humains. Donc évidemment, si vous êtes une grosse organisation avec des moyens financiers et humains, il sera plus facile pour vous d'organiser une manifestation de plusieurs milliers de personnes, avec une scène à la fin, avec des centaines de bénévoles qui font en sorte que tout se passe bien, avec plusieurs blocs. Voilà, évidemment, ça a un coût financier et humain. Évidemment, si vous êtes l'organisation d'une casserolade, alors ça, j'avais envie de parler de la casserolade ce soir parce que c'est quelque chose de très, très belge, c'est on va devant un lieu symbolique, par exemple le Parlement, et on fait du bruit avec des casseroles. Voilà, c'est aussi une autre tactique dont je n'ai pas parlé avant, mais évidemment, l'organisation de ça, bon, c'est assez simple, hein, j'envoie un texto à 5 copains, et puis on se fait cette petite casserolade, le coût est quand même minime. Cependant, ce qui peut compenser le manque de ressources quand vous n'en avez pas, ça peut être la coopération, et c'est vrai que le mouvement climatique belge se caractérise quand même dans une grande mesure par la coopération. Parfois, cette coopération est institutionnalisée par le biais de plateformes comme la Coalition Climat ou moins institutionnalisée par le biais de lieux de rencontre comme le Cercle Cœur Climat. Et donc, comme on l'a pu voir lors de l'action Occupy for Climate, j'avais mis une photo au début, cette action elle a été co-organisée par de multiples groupes et a réuni des acteurs variés, non seulement des activistes, mais aussi des associations. Et donc, quand vous coopérez, forcément, vous avez plus de ressources. Qu'est-ce qui va aussi influencer votre choix? C'est votre structure. Donc, il a été démontré que les structures institutionnalisées et bureaucratiques ont tendance à avoir recours à des tactiques de protestation plus conventionnelles et moins disruptives, car elles ont tout intérêt à tempérer leurs décisions pour apaiser leurs membres ou les institutions qui les financent. Évidemment, si vous êtes financé par la région, il y a peu de chances que vous alliez balancer des cocktails Molotov sur le Parlement. Si vous avez une structure bureaucratique où les employés travaillent de 9h à 17h, il y a aussi peu de chances que vous alliez organiser des opérations de collage de stickers qui ont lieu en général la nuit. Le contexte politique aussi est important. Il a été démontré par des auteurs comme Kitchet ou Kriesi que les mouvements sociaux ont tendance à avoir recours à des tactiques de protestation plus transgressives et plus disruptives dans les États forts et centralisés. L'idée derrière ça, c'est que dans les États décentralisés comme la Belgique, comme il y a plus d'opportunités, plus d'institutions et plus d'opportunités d'influence, on a moins recours à des tactiques plus disruptives type cocktail Molotov, quoi. Et en fait, c'est vrai que si on regarde l'exemple de la France et de la Belgique, c'est vrai que dans une certaine mesure, ça leur donne raison à ces auteurs-là. Un autre type de facteur, c'est évidemment la répression. La répression et la criminalisation. La criminalisation, c'est les poursuites judiciaires. Voilà, donc évidemment, quand vous choisissez votre tactique, vous êtes bien au courant que voilà, il y a des lois et que si vous voulez les transgresser, il y a des coûts. Donc là, on était dans les facteurs, disons, plus rationnels. Là, on va rentrer dans les facteurs plus culturels. Donc, quel genre de facteurs peuvent aussi influencer votre choix? Ça peut être l'expérience. Si vous avez organisé une marche et que c'était un gros four et qu'il y avait que 3 personnes, peut-être que vous n'allez plus avoir envie d'organiser une marche et que vous allez faire autre chose.
Mais ça, en général, c'est des perceptions. C'est la perception de vos réussites et de vos échecs qui font que vous allez soit continuer avec votre tactique, soit changer de tactique. En général, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas un groupe, une tactique. En général, un groupe utilise plusieurs tactiques, soit en même temps, soit dans le temps. Ce qui va influencer votre choix, ça va être aussi les croyances et les valeurs. Alors là, je vais vous parler un petit peu de l'action directe. Je pense que vous avez deviné que j'avais un petit goût pour l'action directe. C'est parce que c'est vachement dans mes recherches, hein, c'est pour ça. Donc si vous vous retrouvez un petit peu dans la philosophie de l'action directe, donc la philosophie de l'action directe, c'est au lieu de demander à d'autres personnes d'agir pour vous, vous allez le faire vous-même, individuellement ou collectivement. Donc contrairement, on peut penser l'action directe comme le contraire de l'action indirecte ou l'action représentative qui requiert des intermédiaires, comme dans le cas du lobbying. Donc, si vous êtes plutôt dans cette philosophie-là, vous allez avoir des valeurs d'horizontalité, d'autonomie, d'autogestion, etc., qui vont influencer votre choix tactique. Ce qui est aussi important, c'est l'identité collective, c'est-à-dire la manière dont un groupe se perçoit et la manière dont il se présente à d'autres ou dans les médias. Et il faut savoir que parfois la tactique a limite une valeur de totem pour un groupe, c'est-à-dire qu'il y a même des groupes qui se constituent sur la base d'une tactique. Et là, je pense notamment Act for Climate Justice, qui s'est constitué à la base comme un appel à action et qui ensuite s'est formalisé comme groupe. Mais à la base, c'était un appel à action. Donc la tactique peut vraiment former des groupes. La tactique, elle permet aussi le déploiement d'une identité de groupe qui repose sur des principes. Alors là, je vais sortir du mouvement climatique et je vais parler d'Occupy Wall Street, parce que Occupy Wall Street, en fait, a été vachement critiqué parce que ce mouvement mettait vachement l'emphase sur les principes plutôt que sur des soucis d'efficacité. Sauf que c'est oublier que l'objectif principal du mouvement n'était non pas d'être efficace, mais de créer des communautés radicalement démocratiques qui serviraient de laboratoire social pour le reste de la société. Donc en fait, ça m'amène à la slide suivante, et on a bientôt fini, accrochez-vous. C'est que le choix tactique, en fait, dépend aussi et surtout de l'objectif et de l'impact visé. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui dans le mouvement climatique, on pourrait croire que tous les groupes veulent avoir un impact politique au sens institutionnel, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Donc, quand on est un groupe qui travaille sur le climat, on peut effectivement avoir envie de viser la production ou l'altération de politiques publiques, d'avoir une meilleure représentativité électorale, mais on peut aussi essayer d'avoir un impact économique. Et là, on parle plutôt de la stigmatisation des grandes entreprises, parce qu'en touchant leur image de marque, l'image de marque a une valeur économique, hein, il faut le savoir. On peut essayer de réduire la demande de certains produits. On peut essayer d'avoir un impact médiatique, d'avoir accès aux médias pour pouvoir faire valoir ses revendications et, si possible, avoir une couverture positive. Et par ce biais-là, on peut aussi essayer d'avoir un impact culturel, c'est-à-dire altérer ce qui est vu comme normal dans notre société. On peut aussi avoir un objectif de construction de mouvement, de renforcement de la capacité de mobilisation ou de faire aller le mouvement dans un sens ou dans un autre. Et puis aussi, il y a les impacts là qui sont plus au niveau individuel. Donc là, on est plus au niveau psychologique. Ça, c'est les impacts biographiques. Donc c'est le renforcement de l'autonomie politique, de la capacité des participants à avoir leur propre opinion politique. Ça peut être aussi l'influence sur les trajectoires militantes et les trajectoires de vie, parce qu'il a été démontré par les psychologues et notamment les psychologues sociaux que quand vous avez une forte... quand vous mobilisez politiquement quand vous êtes jeune, ça a un impact sur toute votre vie, en fait. Donc, à la question à 15 000 €, est-ce qu'une tactique est plus efficace qu'une autre? Eh bien non, parce qu'en fait, ça dépend des objectifs que vous visez. Et en plus, ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est que des travaux récents, et là je pense notamment aux travaux de Maxine Burkett, qui est une juriste américaine, et également aux travaux de Philippe Baslinger, que vous connaissez sûrement. Et les travaux les plus récents sur le sujet suggèrent que la complémentarité des tactiques contribue au succès des mouvements sociaux.
Et je citais Maxime Burkett, par exemple, ce qu'elle montre dans une étude qui fait à peu près 70 pages, c'est qu'en fait, et elle travaillait sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est qu'en fait, ce n'était pas les sit-ins, ce n'était pas le lobbying des grosses associations comme NAACP, ce n'était pas des tactiques plus violentes qui ont fait le succès du mouvement, c'était le mélange de tout ça. Donc, et il y a aussi d'autres travaux qui ont montré que, par exemple, il est très important d'avoir des groupes plus radicaux dans un mouvement parce qu'on a ce qu'on appelle le radical flank effect, l'effet radical du côté, dans une traduction plus que boiteuse, qui a montré combien le fait qu'il y ait des mouvements plus radicaux portait le message des mouvements plus modérés. Donc voilà, je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà monopolisé pas mal d'espace. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin.